Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends très bien, oui. Super, je vais très très bien, et vous-même? Je vais très bien. Je suppose que nous sommes en direct. Nous sommes en direct, le live vient de commencer. Je vous ai déjà brièvement présenté, mais peut-être que vous pouvez nous expliquer un petit peu qui vous êtes et comment vous en êtes arrivé à travailler avec Médicassure. On va commencer par qui je suis, mais avant de faire cela, on va dire bonjour à vos auditeurs. Et si parmi ceux-là il y a des Camerounais, joyeuse fête de l'unité, puisque c'est la fête nationale du Cameroun aujourd'hui. Joyeuse fête. Je ne savais pas. Oh, mais vous n'êtes pas censé. Qui je suis? Alors, écoutez, j'ai 48 ans, je suis né à Douala, au Cameroun, justement. C'est pour ça que je sais que c'est la fête nationale du Cameroun aujourd'hui. Je suis à côté de ça, papa de 3 garçons qui ont entre 14 et 22 ans. Docteur en médecine de l'université de Liège en 1997-97. Et radiologue de cette université, de cette même université en 2002. Alors, cette qualification m'a donné l'occasion de travailler un petit peu à gauche, à droite. J'ai été en Angleterre et assez souvent en Belgique, la plupart du temps. Et maintenant, j'exerce au Luxembourg et en partie en Belgique. Une thèse de doctorat en 2015 toujours à l'université de Liège, qui, d'une certaine façon, me permet de faire ce que je souhaitais faire depuis toujours, c'est-à-dire enseigner. Et donc, j'enseigne la radiologie dans plusieurs universités, Liège, Bruxelles, Yaoundé au Cameroun, l'Université des montagnes au Cameroun également depuis quelques années. Je suis maintenant comme spécialiste ou comme sur-spécialiste, parce qu'après une spécialité, on se spécialise toujours, spécialisé en imagerie cardiovasculaire. Et dans le bureau des experts de la Société européenne de radiologie cardiovasculaire depuis 2017. Et enfin, je suis accessoirement éditeur en chef du journal de la Société belge de radiologie. Voilà. Waouh. On est d'autant plus impressionnés de vous recevoir dans l'émission. On a reçu Médicassure en tout début de la saison In Clients We Trust. On est ravis de pouvoir faire aujourd'hui le point avec vous sur le Covid-19, dont tout le monde parle, dont personne ne sait véritablement nécessairement ce qu'il faut savoir ou comprendre, et sur lequel pas mal de gens ont des questions. Mais avant d'arriver à cela, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur Médicassure? Alors, Médicassure, ça oui, je peux vous en dire plus, mais comme je n'ai que des temps de réponse extrêmement courts, je vais essayer de faire ça très, très brièvement. Vous vivez à Kinshasa, je vis au Luxembourg. Si j'ai un parent qui est malade au Cameroun et que je n'y suis pas, j'ai besoin que ce parent puisse se soigner dans des conditions qui sont un peu plus similaires à celles dans lesquelles je me soignerais moi-même ici au Luxembourg, si c'était possible. Et c'est ce que Médicassure fait en fait. Médicassure, c'est un service que je vais payer moi depuis ici au Luxembourg pour permettre à mes parents là-bas de pouvoir accéder à la qualité et aux standards de soins que je recevrais que mes parents recevraient s'ils vivaient dans un pays, on va dire, industrialisé. D'accord, ok. Alors pour cela, il y a besoin de mettre ensemble un certain nombre de petites choses. Il y a un réseau, il faut savoir séparer le bon de l'ivraie. Il faut également pouvoir agir dans une certaine urgence parce que la maladie elle n'arrive pas toujours le jour où on lui demande d'arriver. Et Médicassure a tout un tas d'agents sur le terrain qui effectuent la liaison entre le centre de soins approprié, même dans une brousse assez reculée, et le patient qui est abonné, qu'on appelle chez nous souscripteur. Ça, c'est une idée de Médicassure.
Il y a d'autres activités qui sont un petit peu plus anecdotiques, je pense à discuter ici. Nous avons développé un dossier médical notamment. Mais je pense que ce pour lequel vous m'interrogez, c'est précisément l'intermédiation médicale, ce que j'ai expliqué un petit peu plus. Tout à fait, tout à fait. Donc en gros, vous mettez en contact des médecins que vous avez prévalidés avec des patients et c'est les familles de ces patients en Occident qui payent les traitements, c'est ça? Absolument. Ça c'était comment dire, la procédure de lancement. Hein. Medicasure existe maintenant depuis un peu plus d'1 an. Et donc la mise sur le marché du produit Medicasure s'est faite de cette façon. Nos clients étaient principalement des personnes qui vivaient en diaspora et qui avaient des parents au Cameroun. Depuis peu, Medicasure entend s'installer sur le marché local, c'est-à-dire que maintenant il y a des Camerounais, puisque je parle des Camerounais parce que Medicasure pour le moment c'est le Cameroun, Congo dans une échéance que nous ne savons pas, en tout cas toute l'Afrique, sait-on jamais. Donc pour le moment, les gens qui se trouvent au Cameroun souffrent exactement des mêmes problèmes que mes parents, hein, à la différence près qu'ils n'ont pas un parent en diaspora. Et donc, leur problème est exactement le même. Ils ne savent pas à qui s'adresser, ils ne savent pas où aller chercher les meilleurs soins, la meilleure qualité possible. Et donc, depuis peu, Medicasure a décidé de s'installer également localement, dans un premier temps au Cameroun, et puis, comme je disais, pourquoi pas, le reste de l'Afrique progressivement. Ok, c'est bon à savoir parce que Kinshasa a aussi besoin de structures telles que Medicasure. Alors, une fois qu'on a mis le doigt là-dedans, on comprend ce que c'est d'être aidé. Hein, et je le dis parce que avant d'être un des actionnaires et un des propriétaires de la compagnie, j'ai été un client. Hein, j'ai eu, et sans rigoler, des parents malades. Pour lesquels, vous savez, j'étais occupé, je suis occupé. Lorsque vous voyez tout ce que je dois faire sur une journée, je n'ai pas vraiment l'opportunité de pouvoir suivre les parents malades sur place. Et donc, je les ai contactés. Ils étaient une compagnie débutante pour des parents et je me suis rendu compte alors que c'était réellement un plus parce que tout d'un coup, la vie était beaucoup plus facile. Et les parents étaient parfaitement choisis. Tout à fait, tout à fait. Non, c'est vraiment excellent. Enfin, on me dit là dans les commentaires que à Kinshasa, TVC Médical propose des services ou des activités similaires aux vôtres. Donc, c'est que clairement le besoin est là. Comment est-ce que Medicasure a été impacté par le Covid? Est-ce que ça a été beaucoup plus d'activités pour vous, beaucoup moins d'activités pour vous? Comment le Covid vous a affecté? Je crois que tout le monde se souviendra du Covid et de façon diverse. Alors d'abord, il faut malheureusement le déplorer, beaucoup de morts, donc beaucoup de familles endeuillées. Il faut penser à ces familles-là, beaucoup de souffrance. Et pour les autres qui ont échappé à cela, une grande désorganisation des activités habituelles, et je pense que Medicasure n'a pas échappé à cela. Donc là, je mets ça entre guillemets, hein, la routine dans laquelle Medicasure était engagée, c'est-à-dire s'occuper en gros de ses patients et de ses souscripteurs, a été impactée par la maladie, bien évidemment, puisque on sait bien que les malades, ceux qui ne sont pas à Covid, actuellement, on les garde aussi loin que possible de l'hôpital. Ah oui. Dans un certain nombre de cas, c'est bien. Dans d'autres cas, c'est une véritable catastrophe. Mais le fait est qu'ils sont gardés aussi loin que possible. Et donc, on doit trouver des astuces pour essayer de continuer à garder nos patients dans un état de santé à peu près convenable, sans les rapprocher trop de l'hôpital. Et puis, les autres malades, ceux qui ont Covid,
ça devient principalement une affaire de gestion, c'est vraiment une gestion de l'État. Hein, donc l'État, il a décidé qu'il avait des centres agréés, il ne faut pas trop y toucher, même si en réalité, les centres ont rapidement été débordés et que les patients en Covid ont dû s'éparpiller un petit peu partout. Mais disons qu'on ne peut pas le dire à haute voix. Hein. On ne peut pas le dire à haute voix. L'activité de Medicasure en ce qui concerne les patients Covid est une activité principalement de conseil. Donc on conseille nos clients, mais on conseille également d'autres personnes de bon cœur. Je tiens d'ailleurs pour témoin à l'application que nous avons lancée qui est My Corona Test. Qui est une application que nous avons lancée sur notre site pour permettre de scorer son risque d'avoir la maladie ou bien d'avoir une forme grave de la maladie éventuellement, que nous avons mise à disposition de tout le monde, de bon cœur. Je pense que notre activité pendant cette crise a été principalement une activité de conseil. D'accord. Conseil un jour, client demain peut-être. Effectivement. Et vous, en tant que radiologue, quel a été l'impact du Covid sur vos activités de radiologue? Pour l'anecdote, au début de l'épidémie, en tout cas au début du pic de l'épidémie en Europe, je me trouvais en Afrique. Et donc, suite à la fermeture des frontières, je me suis retrouvé coincé en Afrique pour quelques jours, semaines. Et du coup, je n'ai pas travaillé. Je me trouvais en Afrique pour des activités qui sont liées à Medicasure, bien entendu. Et à mon retour en Europe, je me suis rendu compte que, bon, non seulement l'activité habituelle avait considérablement diminué, mais le peu d'activité qui subsistait était principalement orienté Covid. Et donc, on a fait beaucoup d'examens des poumons, puisqu'on sait maintenant que le scanner thoracique peut aider au diagnostic du Covid. Et ben, ça tombe bien, parce que la radiologie thoracique et la radiologie cardiovasculaire font partie de mes spécialités. Donc, j'ai pu avoir une activité intéressante, inhabituelle, ce qui est toujours bien pour remettre en route la machine à réfléchir. Et faire des observations qui, ma foi, pourraient être intéressantes si jamais l'épidémie venait à perdurer, ce que je ne souhaite pas. Ok. Et de votre point de vue de médecin, comment est-ce que vous pourriez dire à une population, puisqu'on est vraiment focalisé sur l'Afrique, hein, Kinshasa et la plupart de notre audience, comment vous pourriez aider une population qui n'est pas fort prise en charge par son gouvernement? Comment vous pourriez l'aider à se protéger? En tout réalisme, en fait. Écoutez, la crise ou la pandémie a effectivement été un révélateur d'un certain nombre de problèmes dans les politiques médicales. Et notamment des politiques africaines. Et on se rend compte, malgré tout, bon, il y a certainement d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, mais on se rend compte quand même que les pays dans lesquels le système de santé est d'une grande assistance pour les citoyens n'ont pas ou ne sont pas ceux dans lesquels l'épidémie a été la plus gentille. Si vous regardez la France, l'Italie, la Belgique, etc., ce sont des pays avec un système de santé, ou en tout cas avec l'illusion d'un système de santé où le patient, le citoyen est très assisté. Et ben, ça n'a pas été extraordinaire. En revanche, en Afrique, jusque maintenant, touchons du bois, les choses se passent comme d'habitude, c'est-à-dire mal, mais pas trop. Les ressources gouvernementales sont, d'après les standards européens, assez insuffisantes, mais bon, tout le monde s'est débrouillé. Pourquoi? La raison pour laquelle on doit se demander pourquoi est-ce que les choses se passent comme ça. Je pense que c'est parce que les gens se sont pris en charge, donc ils ne vont pas attendre que je leur donne des conseils pour se prendre en charge, n'est-ce pas?
Si je téléphone à ma vieille tante là-bas à Douala ou à Bafoussam, elle me dira que bon, bah, tous les matins, elle prend du quinquilibre. Bah, mine de rien, elle évite la foule. Hein, tout n'est pas comme avant. Hein, tout le monde a pris ses mesures. Et je pense aussi que l'Afrique a une grande habitude de ces épidémies. L'épidémie de coronavirus n'est pas la première épidémie qui frappe en Afrique. Hein. Pour information, il y a encore le choléra qui se promène dans les rues de grandes villes. Je parle du choléra au XXIe siècle. Et pas que. Hein. Il y a eu Ebola et il y a bien d'autres épidémies. Et tout le monde sait à peu près comment se débrouiller en face de cela. Tout le monde sait un petit peu quel est le petit médicament de grand-mère qu'il va pouvoir prendre pour pouvoir résister. Et bon, tout le monde résiste de bon an, mal an. Ok. Et donc, et c'est vrai que je vous repose une question qu'on a posée au début du mois d'avril. C'est vrai que maintenant, elle a un peu moins de sens parce qu'on se rend bien compte, en tout cas officiellement, on observe que les pays les plus touchés sont les pays occidentaux, que les pays africains sont les pays les moins touchés proportionnellement, alors que les moyens pour mettre comment dire, pour appliquer les gestes barrières, par exemple sans eau, sans électricité, c'est compliqué. Donc vous venez nous expliquer quelques raisons qui expliqueraient qu'en Afrique, il n'y ait pas eu tant de morts. Il y a aussi typiquement l'accès à certaines plantes et des habitudes de médication qui sont peut-être différentes dans l'Europe. Est-ce que la fameuse Artemisia que certains consomment, qui est au fond du jardin naturellement, est quelque chose qui a pu aider ou bien c'est une rumeur? Question délicate. Question délicate parce qu'on ne sait pas. Et quand on ne sait pas d'habitude, lorsqu'on ne sait pas d'habitude, donc en médecine, on applique un principe de précaution. Hein, on dit, oh, si on ne sait pas, on ne fait pas. Parce que ça pourrait... ça, c'est l'habitude en médecine. Ça, mais les conditions actuelles ne sont pas les conditions de la médecine habituelle. Hein, ce sont des conditions d'une médecine urgente, hein, dite médecine de guerre. Empirique. Okay, et médecine empirique dans lesquelles on abandonne un petit peu ce principe. Et ce principe est d'autant plus facile à abandonner dans le cadre de l'Artemisia, puisque nous parlons de cela, et d'autres herbes, le quinqueliba, la quinine. Donc ce principe est d'autant plus facile à abandonner que ce sont des herbes et des plantes qui ne sont dotées d'aucun effet secondaire connu. Voilà. Hein, personne n'est jamais mort d'avoir ingéré une potion à Artemisia. Dans ce cas, la question est pourquoi pas? Et pourquoi pas jusqu'à ce qu'il ait été démontré de façon irréfutable que ceci peut avoir un effet. Alors, le chemin est encore long, je crois, avant que cette démonstration ne soit faite. Hein, on sait maintenant que l'Artemisia, par exemple, puisqu'on parle de celui-là, a des effets indéniables sur la malaria. Très bien. Il se trouve qu'un autre médicament à qui on prête des propriétés thérapeutiques sur le coronavirus, c'est-à-dire la chloroquine ou l'hydroxychloroquine, est également un ancien médicament de la malaria. Donc, bien que ce ne soit pas encore démontré non plus de façon claire. Et c'est difficile d'ailleurs, parce que je crois en fait qu'il n'y aura pas de médicament qui sera estampillé médicament contre le coronavirus. Je ne pense pas que ça existera. Ce que je pense, c'est que un certain nombre de médicaments seront proposés comme cela à ceux qui voudront l'essayer, ceux qui y croiront. Hein, c'est un petit peu empirique, avec des effets discutables, positifs dans certains cas, négatifs dans d'autres cas, parce qu'il y a plusieurs stades de la maladie. Le médicament parfait, ce serait celui qu'on pourrait donner à tous les stades de la maladie et qui n'existe pas. Du coup, pourquoi pas la chloroquine?
pour empêcher les gens qui sont très faiblement malades de devenir très gravement malades. Et du coup, pourquoi pas l'artémisia? Du coup, pourquoi pas la quinine, etc., etc. Pour autant que ces médicaments, ces pilules ou décoctions n'aient pas d'effets secondaires, et de toute évidence, l'artémisia n'en a pas, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et comment alors vous expliquez, vu cette logique du pourquoi pas et l'absence d'effets secondaires, comment vous expliquez, c'était une des questions aussi posées là maintenant, comment vous expliquez qu'apparemment sa culture soit interdite en certains endroits en tout cas, en Belgique notamment, me dit-on. Comment est-ce que vous expliquez ça? Je ne me l'explique pas. Ou plutôt si, probablement des gens qui sont mieux informés que moi ont trouvé des effets secondaires potentiels. Le problème est qu'ils ne l'ont pas dit, hein, et ils ne l'ont dit à personne. Et donc on attend toujours l'information qui nous manque, c'est-à-dire bah écoutez, non, n'utilisez pas ceci parce que cela a un effet secondaire. Je n'ai pas lu ça quelque part. Et donc tant que je ne l'ai pas lu, je pense que le médicament, ne l'appelons pas médicament, appelons-la plante médicinale. Hein, la plante médicinale n'a pas d'effet secondaire. Et si elle n'en a pas, je ne comprends donc pas la décision d'interdire la culture et la mise en vente. C'est incompréhensible. C'est comme si on interdisait la mise en vente du thé. Du thé. En parlant de thé, justement, il y a à Madagascar une tisane préventive, mais dont je crois comprendre qu'elle est aussi curative, le Covid organique, qui a été annoncé comme un remède contre le coronavirus. D'abord, est-ce que c'est un remède? Qu'est-ce que c'est exactement et qu'est-ce que ça fait, si vous êtes informé? Je ne pense pas que ce soit un médicament. Je vous ai dit tout à l'heure quelle était la définition, qu'un médicament devrait... l'ensemble des propriétés qu'un médicament devrait avoir. Je ne pense pas que si vous preniez un patient qui se trouve en salle de réanimation assez fortement malade de Covid et que vous lui donniez ce Covid organique, il survive pour la cause. Je ne le pense pas. Bon. Pourtant, il contient un certain nombre, probablement, de principes actifs. J'ai entendu dire l'artémisia et d'autres encore, qui le rendent intéressant, au moins pour la malaria. Hein. Je ne parle que de cela. Et pour ne pas rajouter l'insulte à la misère, pourquoi ne pas profiter de cette histoire de Covid pour régler définitivement son compte à la malaria en Afrique? Et ce faisant, si on se rend compte qu'il a un effet préventif ou un effet ralentisseur de la maladie, Covid, tant mieux, tant mieux. Il manque encore des études, mais tant mieux, pourquoi pas. Certains disent que le Covid organique renforce simplement les défenses immunitaires et que comme le Covid a des effets graves sur des personnes dont les défenses immunitaires sont faibles, c'est comme ça que le Covid organique nous aide à combattre la maladie lorsque on le prend alors qu'on n'est pas trop atteint. Est-ce que c'est un raisonnement qui se tient ou bien de votre point de vue scientifique, pas du tout? Cela se tient, mais c'est hypothétique. Cela se tient, ça pourrait être une des façons par laquelle le médicament, pourquoi dis-je le médicament, la solution fonctionne. Ce pourrait. Je n'ai pas davantage de certitude que cela. Je pense que charge aux scientifiques, aux chercheurs africains de nous apporter des solutions qui nous manquent pour pouvoir nous avancer avec certitude. Pour le moment, on s'avance avec beaucoup d'incertitudes en se disant pourquoi pas. Tout à fait. Alors, au-delà et vu surtout l'ensemble des incertitudes autour de ça, quelle est la meilleure approche que les gouvernements peuvent prendre, de votre point de vue de scientifique, pour préserver les populations? Alors, certains font des tests de masse, d'autres imposent le masque,
d'autres imposent le confinement, d'autres encore ont une toute autre approche. Qu'est-ce que vous pensez qui est le plus efficace pour enrayer la pandémie? Le bon sens, je crois. Alors, chacun des pays, ou bien la plupart des pays, ont employé une approche qui était, je pense, OK avec leurs moyens. Hein, si vous regardez la Chine, puis l'Italie et le reste de l'Europe occidentale, bah, ça a confiné et ça a construit des structures hospitalières pour pouvoir séparer des malades des personnes qui n'étaient pas atteintes par le virus. À Hong Kong, zéro confinement, port du masque obligatoire. Bon. En Corée et en Allemagne, dépistage massif. Hein, on a dépisté la quasi-totalité de la population à plusieurs reprises, chaque fois pour séparer les malades des non-malades. Et puis ensuite, on a tracé les gens pour pouvoir intervenir très rapidement sur les chaînes de contamination, le cas échéant. À Marseille, on a soigné à tour de bras la chloroquine. Et vous voyez qu'il y a X modèles possibles et que chacun a obtenu les résultats qu'il a eus. Bon, on peut penser que Hong Kong a obtenu les meilleurs résultats parce que je pense que pour une mégapole de plus de 20 millions d'habitants, le taux de létalité est très faible. Rétrospectivement, on peut se dire que ne pas confiner et obliger aux mesures de distance barrière et au port du masque obligatoirement était la bonne option, je pense. Ok. Et comment est-ce que vous expliquez que les masques soient si difficiles à obtenir ou soient si chers? Ici en Belgique, j'entends des prix tels que 15 dollars ou 15 euros, pardon, en Belgique. Ailleurs, ils sont à des prix parfois très élevés. Comment vous expliquez ça? Il n'y a pas, enfin, c'est compliqué d'avoir des masques ou? Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Donc, au début de la crise, donc la crise s'est déroulée en Chine, dans l'état de Wuhan. Il faut savoir que la quasi-totalité des masques chirurgicaux et des masques dits FFP2 sont fabriqués à cet endroit et que le début de l'épidémie a tout simplement neutralisé l'usine mondiale de fabrication de masques. Ça nous amène à réfléchir à comment est-ce que on pourrait, dans un avenir, ou plutôt dans une actualité, éviter d'être aussi dépendant d'un seul endroit pour la fabrication d'un certain nombre de choses comme des masques, des médicaments, etc., etc. Donc ça, c'est la première chose. Pour pouvoir relancer cette industrie qui était à l'arrêt à cause de l'épidémie, il a fallu y envoyer des masques. Et je me rappelle, moi, y avoir envoyé 2000 masques en Chine au mois de février. Ils avaient besoin de masques pour pouvoir démarrer. Et puis maintenant qu'ils ont démarré, ben, il y a sur le marché ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande. La demande est considérablement. Donc un masque chirurgical, ça coûtait 4 centimes à l'époque. Donc un masque chirurgical, aujourd'hui, en raison de l'augmentation de la demande par rapport à l'offre, bah, le capitalisme. Maintenant, ça coûte beaucoup plus cher. Et je pense que pour les Africains, la solution n'est pas de commander à tour de bras des masques en Chine, comme le font les gouvernements européens. Non seulement ils n'en ont pas les moyens, mais en plus, je pense que c'est pas très écologique, parce que ça se jette. Je crois que le mieux, ce serait de monter en Afrique des usines de production de masques. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tous les textiles, il y a le coton, on pourrait fabriquer. Tout à fait. Nous-mêmes. Et je pense qu'il y en a au Sénégal. Oui. Je crois qu'il y en a. Tout à fait. Il y en a également au Maroc. Hein, et je pense que les autres pays devraient prendre exemple. C'est pas extrêmement onéreux d'avoir une usine de fabrication de masques. Je crois que ça doit coûter quelque chose comme 200 000 €. Mais alors on produit quasiment 5 000 masques à la minute, quelque chose comme ça.
lorsqu'on a le textile approprié. Donc, je crois que le chemin, le chemin, en tout cas pour pouvoir mettre un masque sur le nez de la plupart des Africains, ben, c'est tout simplement de fabriquer ces masques soi-même, soit de façon industrielle, avec des unités de production, soit ben, en utilisant la petite couturière du coin qui fait ça très bien. Hein. Avec Dicassure, nous avons lancé une production de 10 000 masques à distribuer, que nous distribuons dans des orphelinats au Cameroun, parce que nous avons pensé que c'était quelque chose à faire. Nécessaire. Oui. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. En parlant de ces masques, construire une usine de masques, c'est comme se dire que le Covid ne disparaîtra jamais. Est-ce que vous entrevoyez une fin à cette pandémie? Oui. Ok, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Alors c'est court comme réponse, mais oui, il faut savoir que alors dans la famille coronavirus, Covid est le troisième du nom. Avant lui, il y a eu H1N1 et après ça, il y a eu MERS. Il faut savoir que H1N1 et MERS ont disparu aussi sec. Pas de vaccin, pas de médicaments, rien. Alors un virus est destiné à disparaître au moment où on a coupé toutes les voies de transmission. Puisque le virus ne survit qu'à l'intérieur d'un organisme humain. Hein, si l'on bloque toutes les voies de transmission, le virus disparaîtra, sans même avoir besoin de développer un vaccin. Donc, oui, je pense que le virus disparaîtra. Maintenant, s'il ne disparaît pas, il faudra qu'il y ait un vaccin. Et grâce au vaccin, bah, le virus, il disparaîtra quand même. Ceci n'exclut pas que d'autres virus, les cousins de celui-ci, reviendront. Ça aussi. Et donc, d'une façon ou d'une autre, on aura besoin de ces équipements. Si ce n'est pas demain, ce sera après-demain. Et vous remarquerez simplement à la fin de cette crise que les mesures qui ont été rappelées, parce qu'il s'agit d'un rappel, tout le monde le sait, qu'il faut se laver les mains, qu'il faut maintenir une certaine distance, protéger des postillons, etc., etc. Donc toutes ces mesures qui auront été rappelées aux gens auront pour effet de limiter un certain nombre d'autres maladies qui ne sont pas Covid. Je parle par exemple de la grippe, toute simple. Ce virus-là qui nous rend visite chaque année, si tout le monde porte un masque, il y aura moins de cas. Ouais. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Et donc, de manière générale, toute personne qui a attrapé le Covid et qui qui s'en est remise, est-ce qu'elle peut réattraper le Covid? Ça, c'est une des questions de notre audience aussi. Il y a eu quelques articles assez controversés qui faisaient état d'une recontamination. Mais ce qu'on appelle en fait, ou bien ce que l'on a appelé en fait une recontamination, était la détection de particules virales dans le frottis nasal. On commence maintenant à comprendre que ces particules virales peuvent résister et durer dans le pharynx des patients assez longtemps, ou suffisamment longtemps pour pouvoir, même après la guérison, toujours être détecté, sans qu'il ne s'agisse de cas de réinfection. Je crois. En tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas encore eu formellement de cas de réinfection à Covid. Parce que, tout simplement, c'est une maladie qui enclenche un certain nombre de défenses immunitaires. Et les défenses immunitaires, je pense, se rappellent qu'elles ont déjà rencontré le virus. Alors, il est tout à fait possible qu'il y ait des cas de réinfection, mais probablement, ils seront moins sévères que la première infection. Ok. Et on a ici une question qui assimile, ou qui se demande si on pourrait assimiler la malaria, on pourrait assimiler le Covid à la malaria européenne en termes de latence. Alors, je n'ai pas tout compris. Est-ce que vous avez compris la question?
Non, la malaria européenne, je ne suis pas sûr que la malaria existe en Europe. Donc Je suppose que c'est une analogie qui a été faite de qu'est-ce qu'on pourrait considérer que le Covid, c'est la malaria des Européens, puisque les Africains, ils sont costauds, ils meurent pas du Covid. Par contre, les Européens, ils meurent comme des mouches. mauvais raccourci de dire que les Africains sont costauds, ils ne meurent pas de Covid. Hein. C'est exactement comme cela qu'on fait pour baisser la tension et baisser la garde. Je pense qu'il est trop tôt pour dire que définitivement les Africains auront résisté. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en début d'épidémie, en début de pandémie, les Africains ont tendance à résister mieux. Alors, il y a des raisons pour cela. La chaleur. Définitivement, la chaleur diminue quelque chose du pouvoir contaminant du virus. La jeunesse. Alors, définitivement, la jeunesse est un facteur qui permet à tout le monde de résister, même s'il y a des cas chez les enfants, même s'il y a des décès chez les jeunes. Tout ceci est relativement marginal. Il y a encore d'autres choses qui sont beaucoup moins prouvées, l'utilisation de BCG, un vaccin contre la tuberculose, la prévalence de la malaria, etc., etc. Enfin, il y a tout un tas de choses qui font que les Africains sont éventuellement susceptibles de mieux résister. Mais, partir de ces observations et extrapoler que les Africains ils résistent au Covid, c'est pas si gagné que ça, voyez-vous, parce que dans les pays occidentaux, on a quand même observé que les principales victimes de la maladie étaient les Africains, hein, donc des Afro-Européens ou des Afro-Américains. Près de 2 tiers. En Occident? Absolument. Près de deux tiers des victimes dans l'État de New York sont des Afro-Américains. Près de 2 tiers des victimes non, près de la moitié des victimes en Angleterre sont des Afro-Européens. Donc, je serais prudent avec la notion selon laquelle les Africains résisteraient mieux que les autres ethnies à cette infection. Simplement, un certain nombre de circonstances sont favorables à l'Afrique et la température et l'âge sont les plus importants. Et l'accès à la vitamine D, est-ce que ça aide ou pas du tout? Cela semble être intéressant, oui. Toutes les pistes par rapport aux vitamines, et en Afrique, avec le niveau d'ensoleillement, il y a peu de carence en vitamine D en général. Je pense que toutes ces petites choses-là, donc qui sont liées à la température, la chaleur, le soleil, font que les choses se passent plutôt bien en Afrique. Mais il ne faudrait pas crier victoire trop tôt. Oui. Il ne faudrait pas se dire que les Africains ils résistent mieux que les Européens. Ceci étant dit, est-ce que le Covid serait pour les Européens une malédiction du même type que la malaria? J'espère que non. J'espère que non, il ne faut jamais souhaiter du mal à personne. Et j'espère que très rapidement, cette histoire sera terminée, aussi bien pour les Africains que pour les Européens. Tout à fait. Alors là, il y a une question qui est posée concernant en particulier la Belgique. Est-ce que vous pensez que l'hypothèse d'une deuxième vague en Belgique est envisageable vu la manière dont la crise est gérée? En Belgique, c'est vraiment freestyle, je peux le confirmer, c'est chacun fait ce qu'il veut, comme il peut. Et aujourd'hui, on dit A, demain, on dit nona, et le jour d'après, on danse avec les deux. Donc, ils savent pas vraiment quoi faire, ils sont débordés et perdus. Donc, est-ce qu'on risque une deuxième vague de Covid en Belgique, selon une question de téléspectateurs? Je l'ignore, mais je pense que c'est tout à fait possible. On risque une seconde vague partout où on n'aura pas observé, scrupuleusement, ou du moins avec beaucoup de discipline, les mesures barrières et les mesures de distanciation sociale. Je pense qu'il y aura de petits départs de feu à gauche et à droite,
hein. En lisant le journal ce matin, j'avais 5 petits départs de feu en Lorraine. Probablement dans la semaine ou dans une dizaine de jours, il y aura quelques petits départs de feu en Belgique. Mais je ne pense pas qu'on aura une seconde vague de l'amplitude de celle qui vient de passer. Tout simplement parce que, je vous ai dit, on a rappelé beaucoup de choses à beaucoup de gens. On a rappelé aux gens qu'il fallait se laver les mains, vous savez. La base. Oui. Oui, c'est vrai que oui, c'est pas nécessairement naturel pour tout le monde. On a aussi des inquiétudes concernant un virus qui serait une version pour les enfants du coronavirus. On parle du Kawasaki. Est-ce que c'est une forme effectivement de Covid qui touche davantage les plus jeunes, ou bien c'est tout autre chose? Alors, la maladie de Kawasaki, ce n'est pas récent. C'est une vieille maladie, hein. Du temps où j'étais étudiant, ça faisait partie des questions d'examen, donc je veux dire que ça date. Et donc là, c'était considéré jusqu'à maintenant comme étant une réaction post-infectieuse, c'est-à-dire après une infection, hein, quel que soit le germe auquel on a été exposé, bon, le système immunitaire s'emballe un petit peu et finit par s'attaquer au vaisseau. Donc, au vaisseau, les artères, les veines, et dans le cadre de la maladie de Kawasaki, les artères, souvent les artères coronaires, pour l'exemple, les artères coronaires qui sont les artères du cœur. Bien. Alors, il semblerait que le Covid ait la fâcheuse habitude d'attaquer les artères. C'est exactement le principe même de l'atteinte de ce virus, même chez les adultes. Et donc, par conséquent, ça se termine par la maladie de Kawasaki chez les enfants. Bon. Après coup. Donc les adultes peuvent aussi attraper la maladie de Kawasaki. Non, le modèle de l'infection par Covid est un modèle avec une atteinte vasculaire. Une atteinte vasculaire assez disséminée qui prédomine au niveau du poumon, qui a fait penser à une pneumonie. Mais à bien y regarder, et on commence seulement à le comprendre, est une atteinte vasculaire. C'est exactement le même modèle que la maladie de Kawasaki, tout simplement. Et donc on comprend de ce que la maladie de Kawasaki est une expression du Covid chez l'enfant. Par chance, la mortalité n'est pas très élevée. De temps en temps, il peut y avoir un décès, mais par chance, la mortalité de la maladie de Kawasaki n'est pas très élevée. En revanche, ça laisse des séquelles, parfois, des anévrismes qui peuvent secondairement donc entraîner alors des obstructions de vaisseaux ou des infarctus du myocarde ou qui nécessitent de la chirurgie cardiaque. Ça, c'est un petit peu plus embêtant. Mais donc, concrètement, qu'est-ce qu'il est possible de faire quels sont les symptômes? Comment est-ce qu'on peut savoir que notre enfant est atteint du Kawasaki? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir ça ou le guérir? Puisque c'est une vieille maladie. Donc, a priori, on est équipé pour y faire face. Ah bah écoutez, pour savoir si notre enfant il est atteint de Kawasaki, il faudrait qu'on sache s'il est atteint de Covid, non? Donc, ils font de la fièvre. Hein. Donc, ils font les symptômes de Covid ou bien de n'importe quelle infection de l'appareil respiratoire. Ils ont de la fièvre, ils ont de la toux. Alors, ils ont de petites lésions au niveau des extrémités, hein, des mains, des doigts de pied. Ils ont soit des choses rouges, soit des engelures. Et la fièvre, hein, la fièvre très élevée. Donc globalement, voilà comment cela se présente. Et puis c'est en général de fil en aiguille que l'on tombe sur des problèmes cardiaques. D'accord.
Il y a déjà des comment est-ce qu'on peut le remèdes? prévenir? Mais tout simplement de la même façon que l'on prévient le Covid. Il n'y a Ah pas, oui. il y a rien de plus spécifique. Hein, je veux dire, il y a pas un plan Kawasaki ou un plan anti-Kawasaki parce que certains enfants le feront, d'autres pas. Hein. On sait que le point de départ est une infection au Covid. Donc, ce qu'il faut faire, c'est traiter ou bien prévenir l'infection au Covid. Ah oui, donc d'office. Et il n'y a aucun enfant qui, parce que certains disent dans les commentaires, quid si un enfant n'a pas été atteint du Covid, mais est atteint du Kawasaki. Vous nous dites c'est impossible. Euh, Ou il a été atteint du Covid, mais asymptomatique, et ensuite il a le Kawasaki. Voilà. Eh ben, on constate qu'il a le Kawasaki. Qu'est-ce que vous voulez? La maladie suit son cours. Donc en général, on contrôle ça avec des mesures anti-inflammatoires et on ne sait pas faire grand-chose de plus malheureusement. Au moment où il déclenche la maladie, c'est déjà trop tard pour rien. Ok, d'accord. Alors on a une question politique ici. Pensez-vous que les lobbies soient derrière le refus de l'OMS à émettre une opinion mitigée sur le Covid organique? Alors, je n'ai pas suivi l'opinion de l'OMS sur le Covid organique, mais il semblerait que l'OMS n'ait pas l'avis que la population souhaite. Alors, je pense que l'OMS a dit ce que je viens de dire. Et moi, je n'ai pas d'opinion politique à ce sujet. Donc, l'OMS a dit que le Covid organique n'était pas un médicament contre le Covid. C'est une tisane, en fait, qui renforce l'immunité, mais c'est tout. Alors, non. Je ne sais même pas si on peut dire qu'il renforce l'immunité parce que personne n'a encore réalisé d'études qui démontrent qu'il renforce l'immunité. En réalité, il faut entendre. Alors, d'abord, est-ce qu'il s'agit d'un point de vue politique de l'OMS? C'est bien possible. Hein, on sait que pour vivre notamment, l'OMS s'appuie sur un certain nombre de généreux donateurs qui sont en général de l'industrie pharmaceutique. Et donc, très probablement, les décisions et les positions de l'OMS sont calquées pour ne pas faire de la peine à leurs généreux donateurs. Bon, là, c'est de bonne guerre. Mais je pense aussi qu'il n'y a rien de faux à dire que le Covid organique n'est pas un médicament contre le Covid. Je vous ai dit, si vous voulez savoir si c'est un médicament, hein, si vous voulez avoir la preuve que c'est un médicament, très bien, allez-y. Dans un service de réanimation, hein, trouvez un patient qui est en train de mourir du coronavirus, donnez-lui cette potion et voyez s'il survit. Je pense qu'il ne survivra pas. Mais ça ne retire rien des propriétés éventuelles de cette maladie, comme je l'ai dit, qui pourrait prévenir, soit en renforçant le système immunitaire, comme vous semblez le penser, et je vous l'accorde volontiers, soit ralentir l'évolution, parce que fondamentalement, on a une grande majorité de gens qui restent asymptomatiques ou avec des symptômes très légers quand ils ont la maladie. Et si ces gens peuvent rester comme ça, avec des symptômes très légers ou pas de symptômes du tout quand ils ont la maladie, bah, très bien. Hein, et si une des propriétés du Covid organique est de permettre cela, bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein, ouais, tout à fait. Mais de là à dire que c'est un médicament contre le Covid, ce n'est pas totalement exact. En tout cas, ce n'est pas totalement prouvé. Oui, voilà, c'est plutôt ça. Si vous deviez donner un seul conseil à une personne qui n'est pas médecin, qui s'inquiète concernant le Covid, qui se demande si elle peut ou non sortir, si elle peut ou non reprendre sa vie, sans prendre trop de risques, quel serait ce conseil? Parce qu'il vous reste 5 minutes. Je dirais qu'au point où on en est, il faut vivre. Il faut vivre sa vie normalement. Sortez, surtout évitez de mourir de faim. De vous être enfermé chez vous. Alors, pourquoi faire cela? Tout simplement parce que vous savez maintenant ce qu'il faut faire.
Alors, vous savez qu'il faut maintenir une certaine distance avec les autres, même lorsque vous êtes à l'extérieur. Vous savez que vous devez porter un masque, vous savez que vous devez vous laver les mains, vous savez que vous devez éviter de vous toucher le visage. Donc vous savez maintenant tout cela. Appliquez-le simplement et théoriquement vous ne risquez pas grand-chose. Et ceci est le modèle hongkongais. Quand je vous disais tout à l'heure ce qui s'est passé à Hong Kong et que le masque a été obligatoire et que 20 millions d'individus ont finalement eu assez peu de victimes de cette maladie. Donc je pense qu'en Afrique on peut l'appliquer sans aucune difficulté. Je sais que les Africains sont plutôt tactiles, sont plutôt à se mettre les uns chez les autres, mais je pense que bon, pour la durée de cette épidémie, on peut s'obliger à rester un petit peu plus distant que d'habitude, tout en continuant à vivre normalement. Et soyez également rassurés sur le fait que, en particulier si vous avez moins de 60 ans, vous avez peu de risques de développer une forme grave et peu de risques de décéder d'une infection éventuelle. Et donc les raisons pour lesquelles vous vous protégez fondamentalement ne sont pas liées à vous. Je parle de vous, jeune femme ou moi, jeune homme, jeune, entre guillemets. De moins de 60 ans. Mais l'idée est de limiter la transmission du virus et donc de faire que nous ne soyons pas des transmetteurs du virus pour d'autres personnes qui seraient plus à risque et donc plus susceptibles de mourir en cas d'infection. Voilà. Mais je crois fondamentalement qu'on peut vivre. On peut vivre avec ce virus. Donc, en gros, vous préconisez vraiment le modèle de Hong Kong. Pas de psychose, mais des gestes utiles au quotidien. Absolument, absolument. Et ce modèle est d'autant plus intéressant que, vous savez, les économies africaines ne sont pas très fortes. Et donc, n'ont probablement pas la capacité à résister au délabrement qui va être induit par un confinement et par une hyperprudence. Vous lisez un petit peu la presse, vous verrez que depuis peu, on parle d'émeutes de la faim, de nouveau. On en a parlé au Chili. Il y a fort à parier que dans d'autres villes de l'Amérique du Sud, bientôt ça commence à s'entendre. Bon, en Europe, par chance, les économies sont plutôt solides et la planche à billets fonctionne bien. Mais en Afrique, surtout. Ce ne sera pas le cas. Et donc, il faudrait éviter de transformer cette crise sanitaire en énorme crise économique par la suite. Je pense qu'il faut fonctionner, il faut sortir. Tout à fait. Et bien, sur ces belles paroles, je vous remercie encore une fois. Je vous remercie, vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'ici. Je rappelle à tous ceux qui nous ont pris en cours de route que le live sera disponible encore 24 heures sur la page Instagram. Docteur, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de bon pour la suite? Déjà, une excellente fête nationale, puisque c'est ma fête nationale aujourd'hui. Bonne fête nationale. Et au-delà de la fête nationale. Et pour le reste, que cet épisode de pandémie soit rapidement derrière nous, de telle façon qu'on puisse reprendre le travail qu'on avait commencé avec Médicassure et l'amplifier. Tout à fait. Eh bien, c'est tout le bien qu'on vous souhaite. Longue vie à vous, longue vie à Médicassure, et à tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez en fait aller faire le Corona Test. Je pense que ça reste pertinent aujourd'hui, docteur. Oui, absolument. Absolument. Nous avons eu 15 000 individus qui nous ont visités, donc vous pouvez retourner là, c'est mycoronatest.medicassure.com. Eh bien voilà, vous avez entendu, on le mettra de toute façon dans les notes après l'émission, dans la story d'après l'émission, comme ça il sera facile pour vous ou ceux qui nous suivent d'aller directement sur le lien. Et évidemment, vous pouvez aller suivre le compte Instagram de Médicassure où vous aurez facilement accès également à toute l'information, y compris l'accès au test qui est gratuit, il faut le dire. Merci à tous. Merci. Au revoir, docteur. Au revoir.